La disparition de Noah ne met pas la ville en alerte immédiate. À Valmont-sur-Rivière, on préfère croire aux explications simples. Fugue, dispute familiale, besoin de liberté. Les adultes répètent ces mots comme des formules rassurantes, mais pour Lucas, Mila et Elise, ils sonnent faux dès le départ. Le matin suivant, Lucas se rend au collège avec une boule au ventre. Chaque couloir lui rappelle l'absence de Noah. Sa chaise vide semble trop visible, comme si elle attirait les regards malgré les efforts pour l'ignorer. Les professeurs continuent le programme, parlent plus lentement et évitent de prononcer son nom. Elise serre les poings sous la table, incapable de se concentrer. Mila note mécaniquement, mais ses chiffres se mélangent. À la pause, il se retrouve derrière le gymnase. Lucas parle enfin de la radio, de la voix entendue la veille. Mila refuse d'y croire. Elle dit que le stress peut faire entendre des choses qui n'existent pas. Pourtant, son regard trahit le doute. Elise, elle, affirme avoir rêvé de Noah. Dans son rêve, il était entouré d'ombre, appelé sans pouvoir être entendu. Après les cours, il décide d'aller près de la rivière, là où tout a commencé. L'endroit semble identique, mais Lucas ressent une tension étrange, comme si l'air y était plus dense. En fouillant les berges, Mila découvre un objet métallique à moitié enfoui dans la boue. Une balise ancienne, couverte de rouille, gravée d'un symbole circulaire barré de lignes irrégulières. Lucas reconnaît aussitôt le motif. C'est le même que celui qu'il a aperçu fugitivement sur sa radio, gravé dans le métal du boîtier d'origine, un détail qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Elise recule, prise d'un vertige soudain. Elle affirme entendre un bourdonnement, très faible, comme un écho lointain. Pendant ce temps, les parents de Noah reçoivent la visite de la police. Les questions sont routinières, presque indifférentes. On leur demande s'il avait des problèmes, s'il parlait de partir. Sa mère répond mécaniquement, mais son regard se fixe sur l'horloge du salon. Elle aussi s'est arrêtée à minuit. La nuit tombe de nouveau sur Valmont-sur-Rivière. Lucas retourne dans son garage, déterminé à comprendre. Il règle sa radio sur la fréquence de la veille. Longtemps, rien ne se produit. Puis un grésillement familier envahit la pièce. Une voix surgit, plus claire cette fois, chargée de peur. Lucas. Il retient son souffle. La voix ne parle pas longtemps. Juste quelques mots, déformés, entrecoupés de silence. Elle dit qu'il fait froid, qu'il fait sombre, qu'il y a quelque chose d'autre. La transmission s'interrompt brutalement. Lucas comprend alors une chose essentielle, Noah n'est pas parti. Il est coincé quelque part. Et ce quelque part essaie déjà de communiquer avec eux. La disparition de Noah ne met pas la ville en alerte immédiate. À Valmont-sur-Rivière, on préfère croire aux explications simples. Fugue, dispute familiale, besoin de liberté. Les adultes répètent ces mots comme des formules rassurantes, mais pour Lucas, Mila et Elise, ils sonnent faux dès le départ. Le matin suivant, Lucas se rend au collège avec une boule au ventre. Chaque couloir lui rappelle l'absence de Noah. Sa chaise vide semble trop visible, comme si elle attirait les regards malgré les efforts pour l'ignorer. Les professeurs continuent le programme, parlent plus lentement et évitent de prononcer son nom. Elise serre les poings sous la table, incapable de se concentrer. Mila note mécaniquement, mais ses chiffres se mélangent. À la pause, il se retrouve derrière le gymnase. Lucas parle enfin de la radio, de la voix entendue la veille. Mila refuse d'y croire. Elle dit que le stress peut faire entendre des choses qui n'existent pas. Pourtant, son regard trahit le doute. Elise, elle, affirme avoir rêvé de Noah. Dans son rêve, il était entouré d'ombre, appelé sans pouvoir être entendu. Après les cours, il décide d'aller près de la rivière, là où tout a commencé. L'endroit semble identique, mais Lucas ressent une tension étrange, comme si l'air y était plus dense. En fouillant les berges, Mila découvre un objet métallique à moitié enfoui dans la boue. Une balise ancienne, couverte de rouille, gravée d'un symbole circulaire barré de lignes irrégulières. Lucas reconnaît aussitôt le motif. C'est le même que celui qu'il a aperçu fugitivement sur sa radio, gravé dans le métal du boîtier d'origine, un détail qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Elise recule, prise d'un vertige soudain. Elle affirme entendre un bourdonnement, très faible, comme un écho lointain. Pendant ce temps, les parents de Noah reçoivent la visite de la police. Les questions sont routinières, presque indifférentes. On leur demande s'il avait des problèmes, s'il parlait de partir. Sa mère répond mécaniquement, mais son regard se fixe sur l'horloge du salon. Elle aussi s'est arrêtée à minuit. La nuit tombe de nouveau sur Valmont-sur-Rivière. Lucas retourne dans son garage, déterminé à comprendre. Il règle sa radio sur la fréquence de la veille. Longtemps, rien ne se produit. Puis un grésillement familier envahit la pièce. Une voix surgit, plus claire cette fois, chargée de peur. Lucas. Il retient son souffle. La voix ne parle pas longtemps. Juste quelques mots, déformés, entrecoupés de silence. Elle dit qu'il fait froid, qu'il fait sombre, qu'il y a quelque chose d'autre.
La transmission s'interrompt brutalement. Lucas comprend alors une chose essentielle, Noah n'est pas parti. Il est coincé quelque part. Et ce quelque part essaie déjà de communiquer avec eux.